Et je voudrais maintenant accueillir Gaël Giraud. Merci de nous avoir rejoints. Nous disions tout à l'heure, avant l'intervention de Mme Gnezotto, que nous étions dans le 4e temps de notre parcours, celui des responsabilités de l'Europe. Et après avoir essayé de cerner le sujet de notre responsabilité collective en matière de sécurité et de sûreté, il nous a semblé important de travailler sur notre responsabilité en matière de transition écologique. Alors, Gaël Giraud, vous avez un très beau métier. Vous êtes chef économiste de l'Agence française de développement, l'outil de l'aide française vers le sud et vers le sud-est. Vous êtes docteur en mathématiques appliquées et vous mettez vos compétences statistiques au service du tiers-monde, au service de pays qui, comme le Tchad, qui vous a marqué quand vous étiez jeune et que vous avez ensuite décidé de quitter le monde de la banque et de la mathématique appliquée à la banque pour rejoindre la Compagnie de Jésus. Donc ces pays vous ont marqué et aujourd'hui vous mettez vos compétences statistiques, compétences d'économie aussi, au service de ces pays. Vous êtes donc bien placé pour nous parler de la responsabilité de l'Europe et si vous le souhaitez, vous prendrez le temps de répondre à la question que nous nous posons et que Mme Houphouët-Boigny tout à l'heure nous a longuement posée, de notre rôle aujourd'hui, nous, Européens, non pas uniquement dans l'accueil des Africains, mais très particulièrement dans la coopération, le développement, les partenariats en Afrique. Vous pourrez le faire, mais nous vous avons proposé, et merci d'avoir accepté, de travailler sur un sujet dans lequel vous êtes peut-être pas un professionnel, mais un militant quasi professionnel, un grand militant, celui de la transition écologique, car il nous a semblé que le sujet ne pouvait pas être traité de manière poétique par un passionné de l'environnement et des politiques vertes, que le sujet devait être traité avec le sérieux dont on vous connaît capable. C'est pour ça que nous avons demandé de nous aider à réfléchir sur l'Europe. Est-ce un outil pertinent pour mettre en œuvre la transition écologique? Alors pour ce faire, vous pouvez tout à fait rester ici, mais si vous êtes plus à l'aise, comme beaucoup des orateurs au pupitre, sentez-vous très libre, surtout si vous avez envie de nous présenter des slides. Mettez-vous là où ça vous plaît le plus. Gaël Giraud, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction, Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Donc normalement, vous devez voir s'afficher. Vous m'entendez? Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette introduction, Philippe. Je suppose que les diapositives... Là, vous m'entendez? Y compris au fond, là-bas? D'accord. Donc, bonjour à tous et à toutes, pour la 3e fois. Merci à Philippe pour cette introduction. Je vais essayer de répondre à la question qui m'est posée en vous montrant quelques diapositives. Évidemment, il y a beaucoup trop d'informations sur ces diapositives, donc je ne pourrai pas les commenter entièrement, mais vous pourrez vous y référer. Elles seront certainement disponibles sur le site des Semaines sociales dans quelques jours. Je vais essayer d'aborder 2 points. Le premier, c'est les défaillances de la zone euro et en partie donc du coup du projet européen et en deuxième partie pourquoi, de mon point de vue, la transition écologique peut devenir le projet politique européen capable de surmonter ces défaillances. Alors premièrement, les défaillances de la zone euro. Je vais aller très très vite, mais pour dire que lorsqu'on a construit la zone d'une monnaie unique, la zone euro, on a fait le pari que cette unification monétaire permettrait de faire converger les systèmes économiques, industriels en particulier, de tous les pays de la zone. Et il s'avère que ça ne marche pas bien, c'est-à-dire qu'on a une divergence croissante, notamment des systèmes industriels, là où on espérait une convergence. Et cette divergence est en grande partie responsable, ce n'est pas la seule, mais c'est en grande partie responsable de l'explosion des dettes publiques au Sud. Alors, quelle est la racine du problème? L'une des racines du problème, à mon avis, c'est qu'on doit garder à l'esprit que la création monétaire, la monnaie, la politique monétaire n'est jamais neutre, au sens où elle a effectivement un impact sur l'emploi, sur la croissance, sur les dettes privées.
Et du coup, séparer la politique monétaire d'un côté et la politique budgétaire de l'autre, ce que nous avons fait en déclarant la Banque centrale européenne indépendante des politiques budgétaires que nous avons laissées aux États, ceci, de mon point de vue, a peu de sens en tant qu'économiste. Évidemment, il y a des racines historiques à cette décision, notamment la décision par les Alliés d'imposer l'indépendance de la Bundesbank, la BUBA, à l'Allemagne de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale, par crainte que le pouvoir politique allemand ne ressaisisse la planche à billets pour financer des choses pas très sympathiques. Il n'en demeure pas moins que d'un point de vue économique, je ne vois toujours pas pourquoi on a déclaré la Banque centrale européenne indépendante. Ça n'a de sens que si la politique monétaire peut vraiment être séparée de la politique budgétaire. Or, nous savons qu'elle ne le peut pas. Et donc, ceci fait que on sait aussi que la mobilité du capital dans une zone comme la zone euro est capable de faire tomber la vertu, les avantages des échanges commerciaux sur lesquels l'idée même d'un marché unique est construite. C'est des choses qu'on peut lire déjà chez Ricardo au début du XIXe siècle, mais qu'un grand économiste contemporain a lui-même thématisé récemment, Paul Krugman. La spécialisation devient mauvaise pour l'ensemble de la zone à partir du moment où il y a mobilité parfaite du capital qui n'est plus régulée. Voilà. Et donc ceci fait qu'aujourd'hui, on a une zone monétaire unique dans laquelle les États ont perdu le pouvoir de contrôler la politique monétaire sur leur territoire, dans lesquels il n'y a plus de coordination immédiate entre la politique budgétaire des États, la politique monétaire de la Banque centrale, et dans lesquels la mobilité parfaite du capital joue à contresens d'une spécialisation bienfaitrice pour l'ensemble de l'économie. À ceci s'ajoute le très grand retard que nous avons accumulé en termes d'harmonisation fiscale, et dont vous avez certainement de nouveau entendu parler à la faveur des Paradise Papers. Vous avez remarqué qu'il y a un certain nombre de paradis fiscaux qui sont dans la zone euro, à commencer par le Luxembourg. Le Luxembourg, Malte, Chypre, etc. Et donc, d'une certaine manière, la zone euro elle-même siphonne tranquillement la base fiscale de ces pays en autorisant la pérennité de ces paradis fiscaux. Dans la nouvelle liste noire que l'OCDE est en train d'essayer de dresser, pour de nouveau, comme en 2009, tenter de répondre, disons, à l'indignation du public face aux Paradise Papers, dans cette nouvelle liste noire, il n'y a pas un seul pays membre de la zone euro. Donc nous sommes mal partis pour de nouveau imposer une harmonisation fiscale aujourd'hui en zone euro. Alors, un témoignage de ceci, vous pouvez le regarder attentivement, c'est le taux d'industrialisation des pays de la zone euro, et même de l'Union monétaire, de l'Union européenne, pardon, et vous verrez qu'en gros, vous avez une zone nord qui continue de s'industrialiser tranquillement, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, l'Autriche, et puis une zone sud qui se désindustrialise à très très grande vitesse. Ceci n'est pas simplement dû à l'attachement de nos amis allemands outre-Rhin pour leur secteur industriel, c'est un phénomène structurel, en partie indépendant des politiques économiques menées dans chacun de ces pays. Et c'est ce que dit notamment Patrick Artus, l'économiste en chef de Natixis, dans un ouvrage qui est consacré à la crise de l'euro. Il aurait fallu comprendre dès le départ, écrit-il, que l'unification monétaire était une machine à fabriquer de l'hétérogénéité. Autre point suivant, alors ceci, ça concerne les États-Unis, mais je n'ai pas eu le temps de vous la chercher pour l'Europe, mais c'est exactement la même courbe pour la zone euro. En bleu, vous avez la création monétaire par la Banque centrale. Il se trouve que c'est celle des États-Unis, mais vous auriez la même pour la BCE. Et donc vous voyez que vous avez les différents quantitative easing, donc explosion de la quantité monétaire créée en 2008, puis en 2011, puis en 2013. Ça, c'est la courbe bleue. Normalement, lorsqu'on utilise la planche à billets, vous pensez tous, et une bonne partie d'entre nous continuons de penser que c'est toujours inflationniste. Or, vous voyez que la courbe rouge, c'est l'inflation domestique aux États-Unis, et vous voyez que la tendance de l'inflation domestique est plate. Il y a un peu de volatilité, mais la tendance est plate. Donc, la planche à billets n'est pas ipso facto inflationniste. On a le même phénomène au Japon, le même phénomène en zone euro, et ça fait partie des paradoxes aujourd'hui avec lesquels il faut compter si on veut mettre en œuvre des politiques monétaires, budgétaires, intelligentes en Europe. Autre paradoxe, toujours pour les États-Unis, mais vous auriez la même chose pour la France ou pour l'Allemagne, par exemple. Vous voyez que la dette publique américaine, c'est la courbe rouge, c'est la dette publique augmente très rapidement, en particulier depuis 2008. Normalement, lorsque la dette publique d'un pays augmente beaucoup, alors ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire le coût que lui doit payer pour que les investisseurs acceptent de prêter à cet État sur les marchés internationaux, autrement dit la valeur de sa dette publique, normalement ce spread doit augmenter, parce que le caractère risqué, dangereux du pays augmente. Et le spread ici, c'est la courbe en bleu.
Donc vous voyez que paradoxalement, plus les États-Unis s'endettent, plus le spread des États-Unis baisse. Alors on pourrait revenir sur les raisons de ce paradoxe, mais on observe exactement le même pour la France. La France a même à certains moments emprunté à des taux négatifs. Ce n'est pas grâce aux vertus de ses finances publiques, mais grâce à un certain nombre de paradoxes dans lesquels nous vivons aujourd'hui et dans lesquels il faut réinscrire, à mon avis, la politique publique européenne. Alors ici, vous avez le taux de croissance ou la croissance rapportée au PIB des dettes publiques d'un certain nombre de pays, à la fois en zone euro et hors de la zone euro. À gauche, les États-Unis, le Japon. Vous voyez que le Japon est à 250, maintenant 220% de son PIB de dette publique. Et à droite, vous avez un certain nombre de pays de la zone euro. Je n'ai pas le temps de m'appesantir davantage. Je remarque juste que pour la France est à peu près dans la moyenne de la zone euro. On est à 100% de dette publique. Or, et c'est là aussi un point fondamental, je vais passer ceci parce que je n'ai pas le temps, il se trouve que le fait que nous imposions entre nous-mêmes, y compris dans les traités, l'austérité budgétaire, donc que nous interdisions aux États de faire de la dépense publique qui entraînerait un accroissement de leur dette publique, et que dans le même temps, nous nous encourageons mutuellement à épargner davantage, par exemple les Allemands en particulier, alors ceci est nécessairement récessif, et ceci provoque nécessairement une explosion des dettes privées, non pas publiques, mais privées. Et donc le message que je veux faire passer ici, c'est que le grand problème de la zone euro aujourd'hui, ça n'est pas un éventuel excès de dette publique, mais c'est un véritable excès de dette privée. Je n'ai pas le temps de vous faire la petite démonstration de comptabilité très élémentaire qui montre ceci, mais vous pourrez regarder ça, ça prend quelques slides. Je voudrais surtout vous montrer ceci. C'est que une partie de l'argent qui a été créé par les banques centrales n'a pas été reprêté par les banques de second rang, les banques commerciales, les banques privées à l'économie réelle, mais s'est réfugié dans les marchés financiers et a alimenté des bulles spéculatives dont aujourd'hui tout le monde reconnaît qu'elles sont extrêmement dangereuses. Même Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand, dans le Financial Times, le 9 octobre dernier, reconnaît que nous pourrions avoir une nouvelle crise financière liée à l'accumulation de ces bulles spéculatives. Ici, vous avez le cours de l'un des indices phares des marchés américains, le Dow Jones, et vous voyez qu'il augmente. Alors, vous l'avez depuis 1997. Vous avez une première montagne qui correspond à la bulle .com, au tournant du siècle, puis éclatement de la bulle à la faveur d'une crise financière. Deuxième montagne, avec la bulle des subprimes, éclatement de la bulle à la faveur de la crise 2007, et troisième montagne, encore beaucoup plus grosse que les deux précédentes, qui nécessairement, tôt ou tard, provoquera une crise financière. Qu'avons-nous fait en Europe pour nous y préparer? Nous avons mis en place notamment une union bancaire européenne qui est censée nous protéger contre des risques de faillite bancaire. J'ai produit un rapport pour le Parlement européen en 2015 avec Cochrane qui montre que le projet d'union bancaire sera inefficace en cas de grande crise financière européenne. En cas de grande crise financière, nous n'aurons pas d'autre choix, de nouveau, comme en 2007 et en 2008, que de demander aux contribuables de payer les dettes des banques, pour sauver les banques. Une petite illustration de ceci, vous en avez sans doute entendu parler, c'est la crise de la banque Monte dei Paschi di Siena, en Italie, qui a fait faillite à Noël dernier. On aurait dû mettre en œuvre le projet d'union bancaire, au moins dans son état actuel, mais rien n'a été mis en œuvre de ce côté-là. C'est l'État italien qui a nationalisé entièrement cette banque et qui a repris à son compte, donc au compte des contribuables, une grande partie de la dette privée de Monte dei Paschi di Siena, l'une des plus anciennes, sinon la plus ancienne banque du monde, puisqu'elle avait été créée au début du XVe siècle. Alors, ceci, ça vous illustre l'accroissement des dettes privées. C'est le thème, c'est le message central que je voudrais passer. Le problème aujourd'hui, ce sont les dettes privées au sein de la zone euro. C'est ça qui nous empêche d'investir, et en particulier d'investir du côté de la transition écologique. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais là, vous voyez que les dettes privées en Angleterre, aux États-Unis, en Europe, en France en particulier, augmentent beaucoup. Donc le thème qu'on entend aujourd'hui, par exemple, de le crédit à la consommation repart en France, c'est une bonne nouvelle. À mon avis, au contraire, est le signe que nous sommes de nouveau embarqués sur une trajectoire qui est dangereuse. Comment se fait-il que nous en soyons arrivés là? Et ça fait la transition avec mon deuxième point, qui est en quoi la transition écologique peut devenir le vrai projet politique européen. De mon point de vue, depuis, disons, les années 70, l'Europe est en panne eschatologique, au sens où elle n'a plus de grands projets politiques qui dirait le sens du fait que nous vivions ensemble, la direction dans laquelle nous voulons avancer, l'horizon politique qui est le nôtre, pourquoi nous sommes ensemble et ce que nous voulons transmettre à nos enfants. D'une certaine manière, après 1945, il y avait un projet politique qui était très clair, qui était reconstruire l'Europe après les dévastations de la Seconde Guerre mondiale. Pour prendre un parallèle biblique, ça, c'est la sortie de l'Égypte
par le peuple hébreu dans le livre de l'Exode, la sortie du totalitarisme et de la dictature. Et puis, pendant 30 ans, les 30 Glorieuses ont reconstruit l'Europe, et ça c'est le miracle européen, ça c'est la traversée de la mer Rouge. Et puis, à partir des années 70, le peuple hébreu se retrouve dans le désert. Moïse va parler avec le bon Dieu sur le Sinaï, donc il n'est plus là, on ne le voit plus. Ça, c'est la disparition des grandes figures de l'après-guerre, le général de Gaulle, Konrad Adenauer. Et le peuple hébreu, comme vous le savez, se retrouve abandonné au désert et commence à avoir très peur. Parce qu'il ne connaît absolument pas la feuille de route qui conduit à la terre promise. Et ça, c'est, à mon avis, la panne eschatologique dans laquelle nous nous trouvons depuis une quarantaine d'années, qui fait que nous sommes à la peine pour définir le projet politique européen qui nous aimante vers l'avenir. Et si vous vous en souvenez, dans le livre de l'Exode, il y a quelques versets très troublants, où on entend quelques Hébreux dire à Moïse « Tu sais, finalement, on n'était pas si mal en Égypte, parce qu'il y avait au moins de la viande au fond des chaudrons. » Et ça, c'est la grande tentation de l'AfD, pas la mienne, l'autre, Alternative für Deutschland, le parti d'extrême droite allemand, de l'extrême droite en France, en Europe de l'Est, en Pologne, en Hongrie, etc. C'est-à-dire retour à des régimes forts, totalitaires, durs, parce que le régime de liberté dans lequel nous sommes aujourd'hui en Europe fait peur, puisque apparemment nous n'avons plus de projet politique. Il y a quelqu'un qui avait d'une certaine manière thématisé ça dans les années 30, c'est un grand économiste hongrois qui s'appelle Karl Polanyi, dans un livre qui s'appelle « La grande transformation ». La thèse de cet économiste-là, c'est que la raison pour laquelle l'Europe a connu une énorme sortie de route antidémocratique dans les années 30, c'est qu'elle s'était embarquée à la fin du XIXe siècle dans un projet de privatisation intégrale de la sphère sociale, en particulier de 3 séries de biens fondamentaux qui sont la terre et les ressources naturelles, le travail et la monnaie. Et la grande thèse de Polanyi, c'est lorsque vous essayez de privatiser ces 3 types de biens, c'est tellement insupportable pour le corps social qu'il finit par demander et préférer la dictature à cette tentative de privatisation absolue. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est ne sommes-nous pas volens nolens réembarqués dans un projet du même type de privatisation intégrale de la sphère sociale en Europe, qui provoque des tensions sociales inouïes et qui fait que certains, comme les Hébreux dans le désert, se disent finalement on n'était pas si mal en Égypte. Alors, la transition écologique. En quelques mots, vous savez que la COP23 est une COP technique. Le grand rendez-vous, c'est la COP24 l'année prochaine. Et vous savez que nous sommes très très en retard pour mettre en œuvre l'accord de Paris qui garantirait que l'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète à la fin de ce siècle n'excède pas 2 degrés. Donc c'est Eric Solheim, le directeur du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui le dit. Les engagements actuels des États couvrent à peine un tiers des réductions de gaz à effet de serre nécessaires. Tout le monde doit combler cet écart catastrophique. Un an après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, nous sommes loin de faire ce qu'il faudrait pour préserver des centaines de millions de personnes d'une vie de misère. Je vais essayer de vous faire sentir très rapidement que ça n'est pas simple. Et c'est pour ça que, quand je dis le projet politique, c'est la transition écologique, ce n'est pas une façon de dire tout est gagné d'avance. Ce sont des mathématiques élémentaires, niveau 6e. À gauche, vous avez CO2, la quantité de CO2 émise par un pays comme la France ou l'Europe. Et vous commencez à droite par juste regarder l'autre CO2. Donc le début, c'est CO2 égale CO2. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et puis vous vous rappelez qu'en 6e ou en 5e, on vous a appris qu'on avait le droit de multiplier en haut et en bas par la même quantité sans changer l'égalité. Ça va? Donc, j'ai CO2 égale CO2 multiplié par TEP et divisé par TEP. TEP, c'est l'énergie consommée. Tout le monde est d'accord? Et puis, je ne m'arrête pas en si bon chemin, je continue, je multiplie encore par PIB et je divise par PIB. C'est toujours vrai. Et puis je recommence, je multiplie par POP, c'est la population, et je divise par POP. Voilà. Donc cette équation n'a rien de mystérieux, c'est une pure tautologie, elle est toujours vraie. Okay? La quantité de CO2 que nous émettons est toujours égale au terme de droite de l'égalité. Toujours, quoi qu'on fasse. Okay? C'est de l'arithmétique élémentaire. Maintenant, nous voulons tous diviser, réduire beaucoup la quantité de CO2. Par exemple, la diviser par 2 ou par 4 d'ici 2050. C'est ce à quoi nous nous sommes engagés. Pour le faire, il faudra forcément en faire autant du côté du terme de droite. Par quoi peut-on commencer? Je commence par la fin, population. Est-ce qu'on peut réduire, diviser par 4 la population en Europe? Je prends le deuxième terme en partant de la droite, PIB divisé par la population, c'est le revenu par habitant. Je ne connais pas d'homme politique en France ou de femme politique qui puisse être élu sur le programme « Je vais diviser par 4 le revenu par habitant ». C'est difficile aussi. Je prends l'autre terme, TEP divisé par PIB,
Ça, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour produire 1 euro de PIB. Alors là, on peut commencer à agir. C'est le contenu énergétique de notre prospérité. Est-ce que nous sommes capables de réduire considérablement le contenu en énergie de notre richesse? Et donc, est-ce que nous sommes capables d'aller du côté de l'efficacité énergétique et de la sobriété heureuse, si possible? Ça, c'est un terme sur lequel on peut agir. Et puis, dernier terme, CO2 divisé par TEP, c'est la quantité de CO2 émise par unité d'énergie consommée. Donc ça, c'est le caractère plus ou moins polluant de notre énergie. Vous savez qu'au niveau mondial, on est très très loin d'être vertueux, puisque encore 80% des énergies dissipées au niveau mondial sont des énergies d'origine hydrocarbures fossiles, charbon, pétrole, gaz. Et vous savez que la consommation de charbon au niveau mondial continue d'augmenter aujourd'hui, pas seulement à cause de nos amis allemands, mais surtout à cause de la Chine. Alors, ceci pour vous convaincre que si on veut diviser par 4 CO2, le terme de gauche, et si on veut dans le même temps que le revenu par tête, PIB sur POP, augmente, mais ça veut dire qu'il faut diviser par plus que 4 les autres termes à droite. Et plus on va augmenter PIB sur POP, le revenu par tête, plus ça va être difficile de résoudre l'équation. Donc il y a des vrais arbitrages à faire, et donc il faut un vrai projet politique pour mettre ceci en œuvre, parce que sinon, ça se fera à la manière égyptienne, pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure. Alors, un petit point aussi très rapide, c'est un article que j'ai fait il n'y a pas très longtemps avec un géophysicien, pour attirer votre attention sur le fait que dans cette problématique de la transition, il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi les minerais. Ici, vous avez, prenez la cartouche gauche-droite, la croissance de la quantité de cuivre, de zinc et d'aluminium que nous extrayons du sous-sol. Vous voyez qu'elles sont exponentielles. Qui croit que nous allons pouvoir continuer à extraire des quantités arbitraires de cuivre, de zinc, d'aluminium et de tout autre minerai dans les années qui viennent? La réponse est c'est impossible. Les géophysiciens nous y alertent. Or, il se trouve que pour faire la transition énergétique et avoir davantage d'énergie renouvelable, le solaire et l'éolien, il faut davantage de cuivre, par exemple, que pour les hydrocarbures fossiles. Les infrastructures de la transition énergétique sont plus gourmandes en cuivre que les infrastructures classiques liées au pétrole, au charbon et au gaz. Et donc, les physiciens nous préviennent dès aujourd'hui, faites attention à l'usage que vous faites du cuivre aujourd'hui. Nous n'en aurons pas une quantité infinie tous les jours dans les décennies qui viennent. Recyclons dès aujourd'hui. Le recyclage devrait faire partie du projet politique européen. Ça sonne un peu techno, mais en réalité, c'est fondamental si on veut y arriver. Quels sont les grands chapitres? Vous les connaissez, de la transition énergétique. Premièrement, la rénovation thermique des bâtiments. Nous avons la chance d'avoir un parc immobilier magnifique, en particulier en France. Il faut le rénover de manière que nous n'ayons quasiment que des bâtiments à énergie positive. C'est un chantier énorme qui va nous occuper pendant plusieurs décennies et qui, aux chances, est extraordinairement créateur d'emplois. L'ADEME, qui est l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, a chiffré le nombre d'emplois qu'on pourrait créer grâce à la transition énergétique en France et obtient un chiffre de 900 000 emplois créés dans les années qui viennent grâce à la transition. Et au niveau européen, elle trouve 6 millions d'emplois créés. Vu que nous ne débordons pas d'idées pour créer des emplois aujourd'hui, ça pourrait être une bonne solution pour résoudre un certain nombre de problèmes. Deuxième grand chapitre, la mobilité verte. Vous la connaissez, il faut arrêter de prendre l'avion tous les 15 jours pour ceux à qui ça arrive et passer à la voiture électrique, voire à la voiture à hydrogène. Et puis, troisième grand chapitre, avoir une industrie plus verte et une agriculture évidemment beaucoup plus verte. Question, comment on finance tout ça? Et c'est le cœur du sujet à mon avis, et c'est pour ça que ça doit devenir un projet politique européen, sinon on n'y arrivera pas. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il n'y a pas d'obstacle technique à la transition écologique. On n'a pas besoin d'un deuxième Einstein, on a la technique qu'il nous faut, nous avons les ingénieurs qu'il nous faut, et l'Europe est très bien placée pour être le continent leader sur la transition. Il n'y a que 2 régions dans le monde qui peuvent faire la transition écologique. Pourquoi? Parce que pour la faire, il nous faut d'excellents ingénieurs, un peu d'argent, il faut une zone quand même relativement riche, et une population éduquée. Pourquoi faut-il une population éduquée? À cause de ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire le fait que nous sommes tellement gourmands en énergie qu'à chaque fois que nous faisons un progrès en efficacité énergétique, nous en perdons le bénéfice à cause du fait que nous nous inventons des nouveaux besoins en consommation d'énergie. Exemple, les voitures. Les voitures aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces d'un point de vue énergétique que les voitures des années 70. Mais elles consomment autant d'énergie que les voitures des années 70. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on les a bourrées de gadgets, de GPS, de téléphones, d'ordinateurs, de lecteurs de CD, etc., qui n'existaient pas précédemment. Vous n'avez plus besoin d'utiliser l'huile de coude pour remonter la vitre de votre voiture, puisque ça se fait de manière électrique. Vous voyez? Et donc, au fond, on a perdu le bénéfice de l'efficacité énergétique de nos voitures. Donc ça, c'est un exemple très simple d'effet rebond.
Pour traverser l'effet rebond, il faut une population éduquée qui comprenne qu'il vaut mieux utiliser l'huile de coude pour remonter le pare-brise de sa voiture. Et donc, il n'y a que 2 zones au monde qui peuvent faire la transition, qui ont à la fois d'excellents ingénieurs, de l'argent et une population éduquée. Ce sont l'Europe et le Japon. Alors, pour le faire, il faut financer et trouver de l'argent. Combien ça coûte? Au niveau mondial, les chiffres qui circulent aujourd'hui, c'est de l'ordre de 90 000 milliards de dollars. Ça fait 1,5 fois le PIB mondial. C'est énorme. Et d'après Nicolas Stern, un grand économiste britannique, il faut dépenser cet argent dans les 15 années qui viennent. Pas à la fin du siècle, dans les 15 années qui viennent. 90 000 milliards, c'est beaucoup, c'est énorme. Alors un autre économiste britannique, Adair Turner, est un tout petit peu moins pessimiste. Lui, il pense qu'on a besoin simplement de 50 000 milliards, un tout petit peu moins que le PIB mondial. La vérité est certainement entre les deux, mais peu importe cette bagarre de chiffres, vous voyez bien que c'est de l'ordre de grandeur du PIB mondial. C'est beaucoup d'argent. Pour la zone euro, où est-ce qu'on pourrait trouver cet argent? Il y a plein de solutions qui sont discutées aujourd'hui. J'en ai listé quelques-unes qui sont actuellement affichées. Vous avez la question de la tarification carbone. Le président de la République en a parlé lors de son fameux discours sur l'Europe, qui vous a été commenté ce matin par la ministre Mme Nathalie Loiseau, qui consiste à mettre un prix plancher sur la tonne de carbone. Donc j'ai fait partie de la commission Stern-Stiglitz, qui a travaillé sur cette question de la tarification, et cette commission a recommandé un prix plancher du carbone, donc une taxe carbone, de 40 € la tonne. Voilà. On pourrait très bien le faire. Et le président de la République a encouragé l'ensemble des Européens à le faire lors de son fameux discours sur l'Europe à la Sorbonne. Deuxième point, là je vais être très bref pour terminer, la taxe sur les transactions financières. Vous avez un rapport qui a été remis au président de la République, François Hollande, en 2015, qui explique comment faire. Vous en avez un deuxième, en 2016 également. Troisième idée, l'impôt européen sur les bénéfices. C'est le rapport Mario Monti de 2017. Et puis, quatrième idée, pourquoi pas la création monétaire. Je vais aller très très vite. Pourquoi est-ce que Mario Monti dit qu'on pourrait utiliser un impôt sur les bénéfices? Parce que nous sommes une anomalie par rapport aux États-Unis. La ligne droite noire, c'est le taux d'imposition des entreprises, donc l'impôt sur les bénéfices des sociétés aux États-Unis depuis 1993. Et vous voyez qu'il est plat, il n'a pas bougé. La courbe bleue, c'est la même chose en Europe. Donc tout seul, nous avons décidé de réduire de manière très très significative le taux d'imposition de nos sociétés. Et ce que propose Mario Monti, c'est de remonter ce taux et avec les recettes fiscales, de financer la transition énergétique. Pourquoi la création monétaire? Parce que, je l'ai dit très vite tout à l'heure, les banques centrales ont créé beaucoup d'argent dans les années qui ont précédé, essentiellement pour sauver le secteur bancaire. Alors ici, vous avez une des Échos qui dit on va créer 1000 milliards, on va créer 1000 milliards pour sauver la croissance européenne. Cet argent, essentiellement, a atterri dans le bilan des banques. Sur les 3 dernières années, la BCE a créé 2300 milliards d'euros pour les banques, desquels seulement 230 milliards d'euros ont été prêtés à l'économie réelle. Ce que nous avons fait pour sauver les banques, pourquoi ne le ferions-nous pas pour sauver l'Europe et la planète? Alors, je vais terminer très rapidement avec ce point. Si je reviens un tout petit peu à ce que disait Karl Polanyi dans les années 30, à savoir lorsqu'on essaie de privatiser à la fois la terre, le travail et la monnaie, le corps social réagit très mal et finit par appeler au secours la dictature et rêver de retourner en Égypte. Évidemment, l'alternative à la privatisation absolue, ce serait l'absorption absolue de la sphère sociale dans la sphère publique. Mais ça, on sait ce que c'est justement le totalitarisme bureaucratique. Il y a un juste milieu entre les deux, et ma proposition, ce serait que l'Europe devienne justement l'Europe de ce qu'on appelle les communs, les commons, les biens communs, c'est-à-dire des biens qui ne sont ni gérés exclusivement par la sphère marchande, ni gérés exclusivement par la sphère publique. Vous en pratiquez énormément. Un exemple, c'est l'ascenseur dans votre copropriété. Vous utilisez tous l'ascenseur dans votre copropriété. Vous n'avez pas le droit d'imposer une taxe à votre voisine à chaque fois qu'elle monte dans l'ascenseur. Vous n'avez pas le droit de casser votre ascenseur. Donc vous n'êtes pas le propriétaire privé de cet ascenseur. Il n'empêche que vous le financez, à concurrence de quoi? De l'usage que vous en faites normalement. Et donc de l'étage dans lequel vous vous situez. Si vous êtes au rez-de-chaussée et vous ne l'utilisez pas, vous ne payez rien. Si vous êtes au dernier étage, normalement vous êtes un gros utilisateur, sauf si vous faites beaucoup de sport, et donc vous financez fortement l'ascenseur. C'est un exemple de bien commun géré par une communauté, les copropriétaires. Ça ne se passe pas toujours bien, c'est pour ça qu'il faut de l'éducation. Alors, 2 points pour terminer. La COMECE, donc la Commission des évêques européens, en 2012, a fait une déclaration sur la zone euro et a appelé à avancer à marche forcée vers le fédéralisme européen. Évidemment, je ne peux y être que favorable. Le point que je voudrais souligner, c'est les défaillances de la zone euro que j'ai
évoqué au tout début de mon exposé, rendent ce fédéralisme aujourd'hui très difficile. C'est plus difficile aujourd'hui de demander à des Allemands et à des Grecs de siéger autour de la table pour négocier qu'en 1999. Et donc il y a un effort supplémentaire. Et qu'est-ce qui manque? À mon avis, il manque un projet européen. Hein. D'une certaine manière, les fondateurs de la zone euro avaient fait le pari que, en développant le pilier économique et financier, nous apprendrions à marcher en tombant. C'est-à-dire le pilier économique et financier tout seul ne tient pas, il lui manque le pilier politique. Nous apprendrions à marcher en tombant et nous serions donc contraints de faire ce que nos amis allemands n'avaient pas tellement envie de faire dans les années 90, à savoir une vraie union politique. Alors, ce que je souhaite évidemment avec nous tous ici, c'est que ce pari puisse être gagné, ce pari de « j'apprends à marcher en tombant », comme tous les enfants, comme tous les nouveau-nés. Hein. La difficulté, c'est que je puisse tomber et finir par préférer l'Égypte, comme je le disais tout à l'heure. Pour ça, les évêques européens nous appellent à donc davantage de fédéralisme. Vous pourrez aller regarder cette très belle déclaration. À mon avis, une réponse concrète à cet appel-là, c'est une Europe des communs qui mettrait l'accent sur la manière dont les communautés en Europe peuvent créer des biens communs entre elles. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci Gaël. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais pris un risque quand je vous avais demandé de ne pas traiter du développement durable sous le mode poétique, mais de le traiter sous le mode de la démonstration, et côté démonstration, on a été servi. Mais heureusement, le public des semaines sociales est d'un niveau bien supérieur au mien, et donc je suis sûr que la salle, elle, a tout compris. Alors, est-ce que je peux demander à Marie-Charlotte et à Claude de relayer tout de suite les questions en vous laissant le choix de vous adresser d'abord à Gaël Giraud ou d'abord à Madame Guézotto. L'un et l'autre attendent avec beaucoup d'intérêt les questions de la salle. Allez-y. Ça marche. Oui, bonjour à tous. Nombreuses questions et d'abord pour Madame Guézotto, avec deux idées en introduction. Depuis longtemps, ne parlons-nous pas de puissance militaire, de puissance économique, alors qu'il nous faudrait plutôt parler d'influence culturelle et médiatrice de la paix. Et puis une question qui est peut-être une provocation, je ne sais pas, qui est prêt à mourir pour l'Europe? C'est pour situer déjà une partie du débat. À partir de là, toute une série de questions convergentes autour de politique étrangère commune et défense européenne. Peut-on avoir une défense européenne sans politique étrangère commune? D'où une question également sur faut-il un vrai ministre des Affaires étrangères européen? Et puis, toujours autour de la défense européenne, quel rapport entre défense européenne et défense nationale au pluriel? Et notamment une question intéressante, quelle place de l'Europe au Conseil de sécurité de l'ONU? Alors, Claude, je vais vous demander de répéter le début de votre phrase qui n'a pas du tout été entendu quand vous avez fait une remarque tout à fait au début, avant vos premières questions. Tout à fait au début, on a deux intervenants qui nous disent « N'avons-nous pas parlé trop souvent de puissance militaire, de puissance économique, alors que l'enjeu aujourd'hui serait celle d'avoir une influence culturelle et médiatrice de la paix ». Alors, la pointe de la question, chère madame, c'était « Pensez-vous que quelqu'un aujourd'hui soit prêt à mourir pour l'Europe ?» C'était la pointe. Mais cette question était précédée d'une remarque préalable qui doit être la synthèse de deux ou trois questions. Avant de parler de puissance militaire ou de puissance économique, ne faut-il pas d'abord parler de cohérence culturelle? Et ensuite, d'autres intervenants ont tiré les conséquences des questions posées par les premiers en disant « mais avant de parler d'une défense européenne, ne faudrait-il pas faire évoluer les institutions pour avoir à minima des affaires, une vision diplomatique commune ?» Alors, je vais commencer par quelqu'un est-il prêt à mourir pour l'Europe? C'est ça la question? Moi, je crois que mourir pour l'Europe, c'est mourir pour soi. Je crois que la grande particularité de l'Union européenne, c'est que ça n'est pas
un corps étranger. Ça n'est pas comme si on parlait des États-Unis ou de l'Amérique latine. L'Europe, c'est nous, c'est vous. Et donc, est-ce qu'on est prêt à mourir pour défendre ce qui fait la spécificité à la fois de la culture, de l'économie et de la prospérité de notre pays? Je crois que c'est ça. Alors, si on est prêt à défendre ce projet européen, alors il faut accepter que ce projet européen ait les moyens de se défendre. Je ne dis pas qu'il faut avoir une politique de défense commune et une armée européenne pour aller envahir la planète et lancer des tomahawks sur toutes les grandes capitales dont la politique ne nous est pas sympathique, mais simplement le minimum militaire pour être crédible sur le plan diplomatique et le minimum militaire pour défendre un modèle auquel nous tenons. Ça, je crois que c'est absolument fondamental de l'expliquer. L'Europe ne veut pas être une grande puissance dans des visées impérialistes. L'Europe veut être une puissance militaire en complément de sa puissance politique dans le monde, l'objectif premier étant la puissance politique, l'objectif militaire étant un des moyens de l'obtenir. Mais deuxième partie de la réponse, je crois que il faut être conscient de l'extrême dangerosité du contexte international aujourd'hui dans lequel nous vivons. Il n'y a aucun système international stable, il n'y a aucune structure d'anticipation, aucune structure de prévision de l'évolution du système international. Si vous prenez les 10 dernières années, tous les ans, on a une révolution géopolitique qui n'est pas prévue. 2011, les printemps arabes. En 2012, il n'y a pas. Mais 2013, la guerre en Syrie, 2014, la guerre en Ukraine, 2015, les terroristes et l'arrivée d'1 million de réfugiés en Europe, 2007, le Brexit et l'élection de Donald Trump, 2017, la dictature en Turquie et la Corée du Nord. Et donc, nous vivons dans un monde où il n'y a absolument aucune prévisibilité et aucun instrument d'anticipation et de consolidation de la stabilité. Donc oui, le monde est dangereux et oui, il faut être prêt parfois à assumer la responsabilité, encore une fois, de la défense d'un modèle de société, d'organisation sociale auquel nous tenons. Est-ce que ce n'est pas plus important que de parler d'influence culturelle et médiatique? J'avais presque envie de dire les deux, mon général. Je crois que l'Europe, c'est à la fois une culture, une civilisation, et elle est très influente dans le monde, même si elle est en perte de vitesse, et c'est aussi un potentiel économique absolument considérable. Je rappelle, parce qu'on est dans une telle dépression européenne qu'on oublie des choses assez simples. L'Europe, c'est la première puissance économique du monde, 20% du PIB mondial, c'est la première puissance commerciale du monde, 19% du commerce mondial, c'est la deuxième monnaie de réserve dans le monde, le zone euro, c'est à peu près 25% des capitalisations boursières dans le monde, c'est la première puissance avec la Banque mondiale pour le financement des pays en sortie de crise, c'est la première puissance pour l'aide publique au développement, donc c'est une énorme puissance économique et on ne peut pas le nier, c'est une énorme puissance économique, la première du monde, et ça n'est pas une puissance militaire, ça n'a pas vocation à le devenir, ça a vocation à avoir le minimum de crédibilité militaire pour continuer cette croissance économique. Quant à l'influence culturelle de l'Europe, oui, elle est importante et c'est tout le débat. Est-ce que dans le XXIe siècle, on n'aura que deux modèles culturels dans le monde, le modèle américain et le modèle chinois? Le modèle chinois, c'est liberté économique, autoritarisme politique. Le modèle américain, c'est extrême liberté économique et politique avec dérégulation totale de l'économie. Nous pensons, Européens, qu'il y a une troisième voie. Sur le plan économique, que le marché n'est pas parfait, il faut que l'État régule les déficiences du marché ou les inégalités du marché. Et sur le plan politique, nous avons l'ambition de croire que l'État assure le contrôle de la démocratie. Si nous pensons qu'il faut un troisième modèle au XXIe siècle, alors qu'il faut que l'Europe soit une puissance dans le monde, et y compris une puissance sur le plan culturel. Sur les petites questions, est-ce qu'il faut un ministre des Affaires étrangères européen? Je dirais ça... c'est la dernière cerise sur le gâteau. Faisons d'abord une politique étrangère commune à 27, essayons de nous mettre d'accord, non pas sur le monde entier, mais au moins quelques priorités. Mettons-nous d'accord sur la Russie, l'Afrique, le Moyen-Orient. Déjà,
mettons-nous d'accord sur une politique, et ensuite, peut-être un jour, pour l'incarner, nous aurons un ministre des Affaires étrangères. Mais il ne faut pas mettre les institutions avant la politique. Moi, j'ai toujours pensé que les institutions aident la politique quand elles existent, mais elles ne remplacent pas la politique quand elle n'existe pas. La différence entre défense européenne et défense nationale, ça c'est une question qu'on pose souvent en France, et juste une référence au général de Gaulle. Le général de Gaulle avait inventé ce couple qui était indépendance nationale, solidarité atlantique. Et nous, on comprenait très bien ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que la France ne voulait pas faire des guerres, être entraînée dans des guerres qui n'étaient pas les siennes, ce que disait le général de Gaulle. Donc, indépendance nationale. Aujourd'hui, nous avons M. Macron a le concept autonomie stratégique, défense européenne. Et on se demande si c'est compatible. Moi, je dirais c'est exactement la même chose que le général de Gaulle, mais à l'envers. Ça n'est pas que la France refuse d'être entraînée dans des guerres qui ne seraient pas les siennes. Aujourd'hui, ce couple de concepts signifie que la France ne veut plus faire toute seule des guerres qui sont aussi les guerres des autres. Donc la défense européenne, elle est nécessaire parce que les guerres que nous faisons sont des guerres au bénéfice des autres. Et donc elle est nécessaire pour compléter notre autonomie stratégique. C'est exactement la même chose, mais à l'envers. Et enfin, un siège unique aux Nations Unies, le siège unique aux Nations Unies, si je puis me permettre un jeu de mots, il existe. Depuis que les Anglais sont partis, nous sommes le seul pays européen comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà. Quand même, poser une question stratégique et entendre comme une partie de la réponse de retraiter le sujet qu'avec Antoine Arjakovski, nous avions travaillé au Bernardin, la capitale européenne de la culture était à San Francisco. Merci d'avoir fait ce lien. Il a pour nous une résonance particulière. Alors, je me retourne vers la salle. Marie-Charlotte. Bonjour à tous. Nos questions s'adressent à Monsieur Giraud. Compte tenu de votre exposé détaillé, nous souhaiterions savoir si, selon vous, la croissance est compatible avec la transition écologique que vous proposez, et également si cette transition écologique peut s'appuyer sur le développement d'une industrie photovoltaïque au niveau européen, notamment compte tenu de l'avancée qu'a pris la Chine sur ce domaine. Oui, merci beaucoup pour cette très bonne question. Donc je vois que le message de l'équation de tout à l'heure est bien passé, à savoir que plus nous nous entêtons à vouloir à tout prix augmenter le PIB par habitant, plus ça va rendre difficile la résolution de cette équation. Faut-il pour autant faire la promotion de la décroissance? Ma réponse est la suivante, c'est d'une certaine manière, ça n'est plus le sujet pour nous. Autrement dit, le PIB est un très mauvais indicateur qui ne capture pas l'essentiel de la prospérité que nous vivons, qui donne du sens à la vie. Je donne un exemple. Si vous avez un accident sur l'autoroute, ça fait augmenter le PIB. Est-ce que c'est une bonne chose? Autre exemple, vous savez que les poissons dans les océans vont disparaître probablement entre 2040 et 2050, les grands pélagiques, les poissons que nous consommons, à cause de la pêche industrielle en eau profonde, de l'acidification des océans, de la montée de la température dans la mer, etc. Et j'ai quelques amis économistes qui disent c'est une très bonne nouvelle, ça va nous obliger à faire de la pisciculture. Et la pisciculture, ça fait augmenter le PIB. Question, voulons-nous vivre dans une planète dont le PIB augmente grâce à la pisciculture, mais où il n'y a plus de poissons dans les océans? Autre exemple encore, assez provocateur, mais qui est réel, la disparition des abeilles. Vous savez que ce que nous mettons dans les produits que nous utilisons dans l'agriculture tue nos abeilles. Vous savez que celles-ci sont menacées d'extinction. S'il n'y a plus d'abeilles, comme c'est le premier pollinisateur sur la planète, ça veut dire que la pollinisation devient très compliquée, probablement impossible, et la survie de l'humanité, c'est 3-4 ans, puisqu'il n'y a plus d'agriculture possible. Et donc j'ai quelques amis économistes qui disent, mais là aussi c'est une très bonne nouvelle, rassure-toi mon cher Gaël, parce que comme nous ne pourrons pas vivre sans polliniser, ça va nous obliger à construire des petits robots avec des bras mécaniques qui vont aller polliniser à la main dans les campagnes. Et ça va augmenter le PIB. Alors évidemment, ça vous fait rigoler parce que c'est ridicule, mais ça, c'est typique de l'imaginaire de la croissance du PIB comme alpha et oméga de nos sociétés. La vérité, s'il n'y a plus d'abeilles, ce n'est pas du tout qu'on va faire des robots, c'est qu'on va généraliser ce qui se passe déjà aujourd'hui en Chine, dans les campagnes pauvres, à savoir que ce sont les femmes pauvres qui pollinisent à la main. Voilà. Et donc,
Moi, j'aurais tendance à dire que la question du PIB n'est plus notre sujet fondamental aujourd'hui. Que le PIB augmente ou diminue, ce n'est pas tellement la question de fond, d'autant que la croissance du PIB n'est plus liée aujourd'hui à l'emploi. On est capable d'augmenter le PIB sans augmenter l'emploi. Il y a un découplage depuis un peu plus d'une vingtaine d'années entre la croissance du PIB et l'emploi. Donc, un vrai objectif de société, c'est par exemple donner de l'emploi pour tous, et un emploi décent, un emploi digne. Ça, c'est un vrai objectif. Un autre objectif, c'est de faire en sorte que l'indicateur du développement humain, que nous utilisons beaucoup, nous, à l'Agence française de développement, qui mesure à la fois, quand même, au moins en partie, le revenu pour les plus pauvres, le niveau d'éducation et l'espérance de vie à la naissance, d'une vie digne, alors que cet indicateur-là puisse augmenter. Ça, c'est un vrai indicateur, disons, de quelque chose qui a un lien avec notre prospérité. Voilà. Mais que le PIB augmente ou non, d'une certaine manière, c'est plus le sujet. Alors évidemment, ça pose l'autre question qui est par quoi peut-on le remplacer? Vous avez certainement entendu parler de la commission Sen-Stiglitz, initiée par le président Nicolas Sarkozy, qui a dressé un panorama d'une centaine d'indicateurs alternatifs. Donc il y en a beaucoup. Le grand sujet, c'est de nous coordonner de manière à utiliser tous le même indicateur, puisque le PIB, ça sert quand même essentiellement à nous comparer. On a construit le PIB statistiquement dans les années 30, surtout en France, pour pouvoir estimer l'aptitude de nos voisins outre-Rhin à nous faire la guerre. C'est pour ça, par exemple, que le travail ménager des femmes n'est pas compté dans le PIB. Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui? Est-ce que c'est le bon indicateur? Ma réponse est non. D'ailleurs, et je termine aussi par cette anecdote-là, certains économistes sont tellement obsédés par l'idée qu'il faut faire augmenter le PIB à tout prix qu'à l'OCDE, ils ont proposé en 2014 que l'on compte désormais la prostitution dans le PIB pour le faire augmenter. Vous voyez? Et donc la question c'est, est-ce que c'est le bon thermomètre ou est-ce qu'il faut changer de thermomètre? Voilà. Alors après, il y avait une autre question qui est sur le photovoltaïque. Ma réponse est oui. Aujourd'hui, le charbon n'est vraiment plus compétitif par rapport aux énergies renouvelables. On arrive à faire du photovoltaïque et de l'éolien à moins de 7 centimes d'euros le kilowattheure. Le nucléaire, d'ailleurs, je le dis tout de suite, n'est pas compétitif non plus. Donc, l'avenir de la production énergétique, c'est vraiment aujourd'hui le photovoltaïque et l'éolien. Évidemment, nos amis chinois ne nous ont pas attendus pour prendre une longueur d'avance. La Chine est un pays de tous les paradoxes. C'est à la fois le premier pollueur du monde et le premier investisseur dans les énergies vertes aujourd'hui. Il ne tient qu'à nous d'investir davantage. Et ça renvoie au sujet que j'ai abordé très très rapidement, c'est où trouver l'argent pour investir. La bonne nouvelle, c'est que de l'argent, il y en a. Ce qui nous fait défaut, c'est une volonté politique, sociale, commune, d'investir, parce que si on investit là, on n'investira pas ailleurs, pour avoir une énergie propre en Europe dans les années qui viennent. Merci de cette réponse qui nous redonne un peu d'optimisme quand même, parce que tout à l'heure, ayant observé les chiffres que vous nous avez présentés, on se demandait comment on allait atteindre ce dernier substantif que vous avez utilisé, les communs, et on voyait un tel dérapage entre les évolutions chiffrées et l'objectif de favoriser le commun que, enfin, vous nous donnez espoir, et si les indicateurs n'étaient pas les bons. Alors, Claude, Marie-Charlotte, à vous. Oui, une question pour Mme Niesotto. On voit actuellement un certain nombre de menaces, d'attaques numériques. Est-ce que le niveau européen est un niveau pertinent pour travailler sur ce problème, ou est-ce que cela relève des instances nationales? Vous avez entendu? Donc, est-ce que le niveau européen est pertinent pour l'ensemble des attaques que peut subir l'ensemble du domaine digital? Alors, non, la question est difficile. D'abord, il n'y a aujourd'hui aucune gouvernance européenne, otanienne, occidentale dans le cyberespace. Il y a des mesures nationales. La France, notamment par le biais du SGDSN et l'ANSSI, a une politique à la fois de défense dans le cyberespace, de protection et d'attaque dans le cyberespace. L'OTAN, qui est une organisation dans l'Alliance Atlantique, essaye d'avoir une cohérence, enfin une stratégie collective, mais ça reste très embryonnaire. L'Union européenne a également, depuis 5 ou 6 ans, développé des stratégies mais qui sont des bouts de papier. Autrement dit, il n'y a pas aujourd'hui de niveau pertinent
pour gérer le cyberespace. Le niveau pertinent, il ne se pose pas vraiment en termes géographiques, il se pose en termes d'acteurs. C'est-à-dire il faudrait inventer une protection Internet qui associe à la fois les États, bien sûr, mais aussi les entreprises, surtout les entreprises, et puis les acteurs privés. Et donc c'est une type de gouvernance en matière de sécurité qui n'a jamais existé. La gouvernance publique-privée sur un thème fondamental pour l'avenir de nos sociétés, qui est la sécurité des réseaux Internet, parce qu'effectivement, des attaques majeures sur ces réseaux remettraient en cause la mondialisation elle-même. Donc ça n'existe pas. Moi, je suis convaincue que le bon niveau, là vous avez raison, est un niveau mondial, mais que l'Union européenne peut être le premier pas, un premier terrain d'entente, une première exploration d'un système cohérent et efficace de protection dans le cyberespace, mais on en est loin malheureusement pour des raisons qui tiennent d'abord au secret défense, ensuite au secret des entreprises, au secret des affaires. C'est très difficile pour des entreprises de dire qu'elles ont été attaquées et jusqu'où elles ont été attaquées, parce que ce sont leurs valeurs en bourse qui sont en jeu, et donc c'est très difficile d'organiser un système public-privé, mais je crois que le bon niveau c'est celui-là, public-privé, et si possible au niveau mondial. Moi je suis pour des consultations avec la Chine sur la protection du cyberespace, même si on sait que d'un autre côté la Chine et la Russie sont de potentiels adversaires. Alors, comme tout à l'heure, avec les questions que Madame la Ministre n'a pas eu le temps de traiter, les questions qui ne seront pas traitées seront remises aux intervenants de manière à ce qu'ils les intègrent dans leurs réflexions futures et peut-être dans les réponses qu'ils apporteront, en tout cas par écrit ou dans leurs différentes publications. Mais allez, une dernière question. Marie-Charlotte. Une dernière question pour Monsieur Giraud. Alors, oui, ça c'est bon. Devant l'échec de la COP21, quelle peut être la gouvernance européenne pour une transition écologique? Alors, compte tenu des limites ou de l'échec, elle a dit échec, quelle gouvernance européenne nécessaire? Alors, très rapidement, je ne crois pas du tout que la COP21 soit un échec, du tout. C'est un extraordinaire succès diplomatique. Jusqu'à 24 heures avant la signature de l'accord, honnêtement, il y avait encore des négociations qui pouvaient faire échouer complètement l'accord. C'est la première fois que la totalité de la communauté internationale se met d'accord avec ce niveau d'ambition sur ce sujet. Je redis, de mon point de vue, la COP21 est un extraordinaire succès historique. Maintenant, là où il y a un échec relatif, c'est dans la mise en œuvre de la COP21. Et notamment dans la manière dont les pays, chacun individuellement, a promis de décliner la COP21, l'accord de Paris, à travers sa contribution nationale. Ces contributions nationales sont très très insuffisantes. Elles nous emmènent probablement à plus 3,5 degrés à la fin du siècle. Et l'enjeu fondamental aujourd'hui, c'est de faire réduire les émissions de manière que chaque pays puisse sortir de la schizophrénie, c'est-à-dire à la fois mettre d'accord l'accord de Paris avec sa propre contribution nationale. Et là-dessus, je crois vraiment que à la fois la volonté présidentielle du président de la République française et de Mme Angela Merkel peuvent jouer un rôle central au sein de l'Union européenne. Le couple franco-allemand peut très bien être moteur sur cette question. Les solutions techniques existent, je vous les ai développées très très rapidement, évidemment trop rapidement. Les moyens de financement existent, les ingénieurs sont là, et c'est extraordinairement créateur d'emplois. Donc l'Europe peut s'y mettre à condition de s'attribuer à elle-même ceci comme vrai projet politique qui donne du sens à ce que nous vivons ensemble. Merci Gaël, merci Madame, merci à tous les deux. Au moment de lancer cette session avec le groupe de travail qui la préparait, nous nous étions dit qu'il ne faudrait pas que cette session amène à une succession de slogans pour l'Europe. Et là, pour le coup, sur les deux sujets majeurs que vous avez traités, vous nous avez montré à la fois la complexité et la nécessité de l'un et l'autre sujet. Et je voudrais vous en remercier.